Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Dites-moi tout, docteur. Lorsque nous vous disons que Dites-moi tout, docteur est une tribune de donner et de recevoir, n'est pas faux. Lorsque nous vous disons que Dites-moi tout, docteur sert de canal entre son public et les spécialistes, n'est non plus faux. Lorsque nous vous disons qu'à travers cette émission, nombreux sont ceux qui gèrent leurs maladies chroniques et non chroniques, c'est aussi vrai. Le thème d'aujourd'hui en est une illustration, le défi de la formation en chirurgie plastique en Afrique de l'Ouest et en Guinée. Nos spécialistes mettent la barre haute pour pouvoir corriger les ratés comme des chirurgies, des séquelles, des MGF, mutilations génitales féminines. Pour en savoir davantage, mesdames et messieurs, restez à notre compagnie. Encore une fois, bienvenue à tous. Retour à plateau, merci donc de votre fidélité. De la deuxième partie, vous pouvez nous appeler aussi 122 58 90 73. Comme d'habitude, nous posons des questions à nos invités respectifs et nous vous libérons l'antenne. Le défi de la formation en chirurgie plastique en Afrique de l'Ouest et en Guinée, c'est le thème d'aujourd'hui. On va suivre point par point les étapes de la discussion portant sur le sujet d'aujourd'hui. Le premier point va porter sur la formation en chirurgie plastique en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Ouest, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Le deuxième point va porter sur la prise en charge de certaines pathologies plastiques comme les brûlures thermiques, et leurs séquelles. Et le troisième point, les chirurgies, des séquelles des MGF, mutilations génitales féminines. Et c'est le point qui va nous intéresser davantage, docteur Karamba. Et le dernier point, les campagnes en chirurgie plastique gratuites surtout. On va faire la revue de tous ces points avec notre invité, Dr Karamba, chef service de chirurgie plastique à l'hôpital national d'Onka. Merci, docteur, une fois encore de partager ce plateau avec nous. Ainsi, nos invités, Dr Camara, Émile, Dr Kassafan, également assistante, chacun va donner sa contribution par rapport au thème du jour. Alors, le premier point, docteur, je disais donc, va porter sur la chirurgie plastique en Afrique de l'Ouest. On va parler les tenants, les aboutissants de cette formation et l'idée générale qui a prévalu lors de la formation, dont la Guinée a abrité cette formation. Et puis, nous allons également parler de la durée de la formation et également les principaux acteurs concernés en amont et en aval, également les pays concernés. Est-ce qu'on a respecté la parité dans cette formation, le quota entre hommes chirurgiens et femmes chirurgiennes? Également, et les résultats attendus dans la formation des prochaines sessions, surtout sur le capital humain dans le secteur de la chirurgie plastique. Alors, on va commencer par le premier point, le défi de la formation en chirurgie plastique en Afrique de l'Ouest, Dr Karamba. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Et comment introduire, c'est tout juste vous dire que la chirurgie plastique constitue le parent pauvre des spécialités chirurgicales, surtout dans notre sous-région. D'accord. Nous en avons parlé depuis très longtemps. On en parle souvent d'ailleurs. Et il y a quelques années, en Afrique de l'Ouest, presque il n'y avait pas de chirurgien plasticien à part le feu Richard Kadio à Abidjan. D'accord. Et le Ghana et au Nigeria un peu. D'accord. Et la situation actuelle, c'est que dans toute l'Afrique de l'Ouest, nous ne sommes pas plus de 20 personnes. Les chirurgiens plasticiens. Chirurgiens plasticiens. Et cela nous interpelle vu le grand nombre de pathologies. Plus le monde s'ouvre, plus nous rentrons dans l'ère de la technologie, plus les cas se posent, plus le nombre de patients augmente. Aujourd'hui, si vous voyez le nombre de brûlés que nous gérons, le nombre de malformations congénitales qui naissent, alors là, on se dit qu'il y a du travail à faire. Des défis à relever. C'est des défis à relever. C'est ce qui nous a motivés
aujourd'hui de penser, parce que le temps passe. Effectivement. Il faut une nouvelle génération. Et Évidemment. cela ne peut se faire que par une formation rigoureuse, une formation vraiment académique qui permettra à la nouvelle génération de s'approprier des principes de la chirurgie plastique. Très bien. Pour une population ouest-africaine de 390 millions à peu près aujourd'hui, à part le Ghana et le Nigeria, il n'y a pas un autre pays qui peut dire qu'il est dans les normes de l'OMS en ce qui concerne les rapports population et médecins. En général, sans parler maintenant de la chirurgie plastique. Parce qu'en Guinée, si vous prenez notre pays seulement à 14 millions d'habitants, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est tout ce qui nous a motivés aujourd'hui pour se lancer dans cette nouvelle phase. Après avoir acquis l'expérience sur le terrain, l'expérience du travail chirurgical, c'est maintenant de transmettre nos connaissances à la nouvelle génération pour vraiment laisser une trace. Absolument. Et c'est le défi qu'on s'est fixé comme objectif à relever et je pense que nous pourrons le faire. Donc la Guinée a prêté donc cette formation. Est-ce qu'on peut connaître un peu le contexte dans lequel cette formation a eu lieu? Bon. Il y a 4-5 ans, nous avons posé le problème à nos confrères des autres pays africains, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin et aux autres pays. Nous leur avons dit, écoute, nous ne sommes pas nombreux. On ne peut pas mettre sur place un certificat d'études spécialisées en chirurgie plastique, parce qu'il faut avoir un corps professoral vraiment bien gardé. Maintenant, donnons-nous la main, on va voir ce qu'on peut faire à l'échelle sous-régionale. Et c'est dans ce cadre-là nous avons créé cette association ouest-africaine de chirurgiens plasticiens francophones. Parce que je vous dis que le Ghana et la Côte d'Ivoire sont hors normes. Ils ont lancé ce processus-là depuis avant les indépendances. Les premiers plasticiens ghanéens existaient depuis les années 1945. C'est-à-dire ils sont nés avec la chirurgie plastique. Ça, il faut le dire comme ça, oui. C'est ça. Donc on s'est fixé pour objectif de voir comment on peut organiser ce cours-là en Afrique de l'Ouest. On s'est rencontrés à Abidjan, on a fait les préliminaires, on a fait des préliminaires, des études préliminaires et des contacts avec les organisations qui valident la formation à Dakar. Et maintenant, nous rentrons dans la phase de réalisation. Mais tout cela est coordonné parce que la Guinée est membre du CAMES et membre du Collège ouest-africain des chirurgiens. Tant bien que mal, on a pu introduire les dossiers au niveau de ces deux organisations pour faciliter la formation de nos jeunes cadres. Et on a recruté dans chaque pays deux ou trois. Ici en Guinée, on a eu la chance qu'ils ont accepté 4 personnes. Donc, nous sommes sur le terrain maintenant pour commencer la formation de ces jeunes. Je suis avec 2 d'entre eux ici. D'accord, on va la question sur la parité, là, ça dépend parce qu'il faut de la qualité. Ce n'est pas une parité obligatoire, mais on se base sur la qualité. C'est ceux-là qui veulent, ceux-là qui ont les capacités intellectuelles, on les recrute. Mais laissez-moi vous dire que le hasard a fait que cette année, le groupe que j'ai vu, il y a, je pense, autant de jeunes dames que d'hommes. Les 4 qui ont été retenus en Guinée, il y a une fille et 3 garçons. D'accord, c'est pas respecté, mais c'est pas grave. Il y a une fille. L'essentiel qu'il y ait une fille. D'accord. Exactement. Ok. Docteur, la durée a pris combien de temps avec les étrangers et quels étaient les pays avec qui vous avez partagé cette expérience avec les jeunes, avec les nouveaux futurs chirurgiens plasticiens? La formation va durer 4 années. Mais cette formation, chaque pays prend ses éléments pratiquement sur place. Maintenant, chaque année, on va se réunir dans une des capitales et faire des tests pratiques. Des tests pratiques, des tests théoriques pour voir s'ils sont dans le sens. Sur les cobayes, par exemple? Non, pas de cobayes. Les personnes vraiment qui ont subi une brûlure grave? Bon, là, ils sont en contact avec ces patients tous les jours. C'est ce que je vous dis, que nous évoluons ensemble dans les services, nous opérons ensemble. Maintenant, au bout de l'année, on va voir qui a la capacité de faire une intervention chirurgicale. Mais c'est sous contrôle. On ne va pas abandonner les patients avec... Non. C'est sous contrôle. Et
chaque pays valide le niveau de ses candidats. Maintenant, on se réunira dans une capitale africaine pour un cours avec des professeurs beaucoup plus qualifiés. C'est justement le lieu de vous dire que nous sommes en contact avec une ONG suisse qui s'appelle Seconde Chance, qui sponsorise la formation. Tout ce qui concerne, tout ce qui est autour de la formation. Les pays ne font que donner les locaux et le matériel pour le travail. Sinon, tout le reste, ils prennent en charge. Donc, c'est ce qui nous a vraiment motivés. Et actuellement, à Lomé, au mois de mars prochain, nous allons formuler tout cela parce qu'il faut que vraiment qu'il y ait une organisation qui puisse reconnaître et valider le diplôme qui sera délivré à la fin de la formation. Très bien. Et on va laisser Dr Émile Camara nous partager un peu sa petite expérience par rapport à son maître qui est là. Et lors de la formation, est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu l'état dans lequel vous avez appréhendé la formation, vu que vous serez un jour tout seul avec tout ce qu'on peut avoir dans une salle d'opération, tout le matériel. Alors parlez-nous un tout petit peu la formation, comment ça s'est passé à votre avis? Oui. Bon, je vous remercie d'abord de m'avoir invité sur ce plateau. Merci, c'est nous qui vous remercions. C'est ça. Donc la formation, grosso modo, s'est passée dans de très bonnes conditions. On était nombreux à prendre part à cela. Donc aux côtés de nos différents maîtres, il y a eu des cours théoriques qu'on a bénéficié sur place et aussi des cours pratiques. Les cours théoriques, oui. Après la formation de la cour, est-ce que vous avez été validé pour dire que vous continuez en cours pratique, par exemple? Oui, on a fait d'abord des pré-thèses, après maintenant des post-thèses, ainsi de suite, et des cours pratiques. Il faut bien nous prononcer les mots, nous on ne comprend pas les termes techniques là. C'est ça, donc je disais qu'on a fait des pré-tests, des tests avant de commencer bien sûr la formation pour savoir le niveau qu'on avait. Ok, chacun. Et puis maintenant on a suivi la formation pendant quelques jours, et puis on nous a fait faire un post-test pour savoir maintenant à l'image de tout ce qu'on avait appris, qu'est-ce qu'on a retenu de toute cette formation-là. Donc, bref, tout s'est très bien passé. Et la pratique, le track, comment vous avez pris? Comment est-ce que vous appelez le ciseau là, comment ça les instruments chirurgicaux? Oui. Ils sont habitués déjà, nous vivons ensemble tous les jours. Oui, qu'ils nous racontent un tout petit peu. Voilà. Le cours théorique quand même est différent un peu, les cours sont un peu différents des cours pratiques quand même. Bien sûr, oui. Alors, comment vous avez partagé le malade et vous en blouse, et puis on me dit quelle partie doit-on opérer, quel était votre état? Bon, moi j'étais en fait très très content parce que déjà c'est pas la première fois. Moi je suis à ma 4e année de spécialisation d'abord en chirurgie générale. D'accord, ok. Voilà, donc du coup je suis habitué bien aux interventions chirurgicales, des enseignements, ainsi de suite. Du coup ça n'a pas été du tout difficile. Et quand vous étiez avec des étrangers, il fallait relever le défi, il faut honorer le professeur Dr Karamba. Bien voilà, sûr. Comment c'était alors? Voilà, donc on était bien sûr avec des étrangers de presque tous les horizons, tout cela, ça faisait un peu de stress, c'est vrai. Voilà, mais puisque déjà on a beaucoup appris aux côtés de nos différents maîtres, de Karamba et autres, donc ça nous a permis en fait d'être sur la même longueur d'onde que les autres, et puis de les suivre, voilà. Donc du coup, on n'a pas eu grand problème à pouvoir s'adapter. Et voilà, le tout s'est passé dans les bonnes conditions. Très bien. Mademoiselle, Madame Kassafa Camara, oui. Racontez-nous un peu. Bonjour à vous. Merci aussi de nous recevoir sur ce plateau. Je suis vraiment, en tout cas, très contente d'être là. Et, bon, concernant mon expérience avec Second Chance, c'était vraiment précieuse parce que au début, ils nous ont fait un prétexte, comme l'a dit mon collègue. Donc, sur ce, ils nous ont donné des instruments pour voir comment on les utilise. Est-ce qu'on est déjà habitué à les utiliser? Donc, ils ont fait ce prétexte pour nous voir quel est notre niveau par rapport à la manipulation des instruments et tout ça. Donc, ils ont vu ça après et on a fait la pratique et j'ai vraiment aimé parce qu'ils ont attribué un malade à chaque médecin. Donc, chacun avait... C'était quelle pathologie, cas brûlé, cas... Oui, il y avait les rétractions, les brides rétractiles des brûlures, les séquelles de brûlure en fait, en général. Okay. Vous pouvez comprendre comme ça. Donc il y avait ces cas
comme dans la séance, le premier jour, on a déjà fait les consultations, donc ils ont sélectionné les patients qui devaient opérer au cours de notre formation. Donc, après sélection, ils ont maintenant attribué chaque malade à chaque médecin pour voir vraiment le jour de la pratique, pour voir comment tu vas réagir, ou si tu as des manquements, on t'explique et puis ça va. Et quand vous êtes accompagné par vos professeurs, je crois que ça ne pose pas assez de stress, ni de... Il est là, il vous oriente. Alors, docteur Karamba, cette première partie, le premier point, c'est-à-dire la formation va s'étendre sur 4 ans. Et après la 4e année, vous vous retrouvez dans un pays en Afrique de l'Ouest pour valider ces futurs chirurgiens et pour leur attribuer ou leur certification. Alors, quel résultat aujourd'hui, avant ces 4 ans d'abord, vous attendez sur le capital humain en termes de chirurgie plastique? Ils ne sont pas nombreux, ils sont 4 en Guinée. Et comment vous allez procéder à la... Ok. Bon, tout juste d'abord, une bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que les formateurs qui sont venus de différents horizons, on a eu la chance d'être reçus par Monsieur le ministre de la Santé. Ils ont visité les installations de l'hôpital sino-guinéen, dont je remercie de passage l'administration, la direction. Et ils ont visité l'hôpital national Donka avec les nouveaux concessionnaires qui sont là. Et sur le coup, ils ont proposé à ce qu'il y ait une convention entre la République de Guinée et les formateurs de seconde chance pour que Conakry soit désormais le centre d'excellence pour la formation des chirurgiens plasticiens de l'Afrique de l'Ouest. Ils étaient épatés par... Et le ministre a donné immédiatement son quitus. Ils sont en train de rédiger le projet de convention. Parce que, laissez-moi vous dire que les installations que nous avons aujourd'hui à l'hôpital sino-guinéen et à l'hôpital national Donka n'ont pas d'eux dans la sous-région. Oui, c'est les donc, appareils toutes de les conditions génération. sont là pour que ces jeunes soient bien formés chez nous. Et nous recevrons désormais 1 ou 2 fois par an, jusqu'à la fin de leur cursus, les autres étudiants des pays voisins qui seront là à Conakry pour les années qui suivent pour continuer leur formation. Donc c'était la bonne nouvelle. Merci. Le ministre de la Santé a vraiment apprécié, le ministère a apprécié, les concessionnaires ont apprécié parce qu'ils avaient tous les problèmes. Parce que notre service a une très grosse activité chirurgicale, mais avec pas de personnel. Parce que pendant toutes ces années, à part quelques infirmières, on n'a pas pu fidéliser des médecins dans le service. Et c'était un casse-tête pour les concessionnaires. Ils sont exigeants avec les ressources humaines. Tout à fait. Et là, immédiatement, on a bondi dessus. Et je pense que Madame Karine ne va pas poser des questions là-dessus. On fonce et donc elle est retenue comme étant un centre de formation pour la chirurgie plastique et réparatrice. Et comment vous appelez chirurgien réparateur aussi ou bien... Non, chirurgien plasticien. Ok. C'est ça, chirurgien plasticien. Vous faites la réparation des dégâts causés par certains, par les accidents, les brûlures et puis la nature. Voilà, la nature. Absolument. Vous êtes nos médecins qui réparent. Ouais. Le deuxième point va porter sur la prise en charge de certains cas, notamment des brûlures thermique. Comme on le disait tout à l'heure, cette formation, docteur, ce deuxième point, quel est le goulot du problème par rapport à votre niveau? En ce qui concerne les brûlures, encore une fois de plus, je répète, mieux vaut prévenir que guérir. La brûlure, elle est dangereuse, elle est grave. Une brûlure à 5%, c'est-à-dire vous prenez un enfant, vous prenez 5 paumes de sa main, vous mettez sur son corps. Cette surface-là, quand ça dépasse les 5 paumes, c'est une brûlure grave.
Et les enfants se brûlent chez nous de plus en plus jeunes parce qu'on ne surveille pas, on n'assure pas la surveillance. Ceux-là qui survivent vont survivre avec des séquelles dont la prise en charge est lente, longue et coûteuse. C'est pour cela, j'insiste là-dessus, le feu, on vit avec, mais il faut s'en méfier au maximum. Tout à fait. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, et à l'échelle nationale, nous parlons beaucoup de malformations congénitales, des fentes faciales, des choses comme ça. C'est acceptable, c'est la nature qui a défini ça, ça vient. Mais les brûlures, c'est nous qui les causons. On peut les éviter, oui. On peut les éviter. Et souvent, ces brûlés sont tellement déformés qu'on ne les voit pas. Nous voyons les fentes, nous voyons autre type de malformation. Mais ces brûlés-là, qui ont le visage défiguré, qui ont les membres qui sont recroquevillés, qu'on ne peut pas opérer, qui n'ont pas accès aux services de soins de santé, ouais. Ils sont cachés dans les villages, ils sont cachés dans les villes, ils ne sortent pas et ils sont devenus des handicapés, non seulement physiques, mais aussi des handicapés mentaux. Donc il est de notre devoir de faire en sorte qu'on puisse former des gens pour accélérer la prise en charge, parce qu'ils sont très nombreux, parce qu'on ne les voit pas. Justement, il faut savoir... On ne les voit pas. Voilà. Comment les repérer? Où sont-ils? Ils sont cachés, comme vous l'avez dit. Et comment réparer lorsque ils ne sont pas présents? Ils ne sont pas dans les hôpitaux. Nous avons fait tout juste un appel, grâce au canal de la RTG, que je remercie de passage. Nous avons fait un appel pour que des gens viennent. L'hôpital sino-guinéen était envahi le 12 février au matin, le 13 février au matin. Des gens estropiés, handicapés, on ne peut pas croire. Des malformations que nous-mêmes, on n'avait pas vues. Ils sont venus, mais le cours était étalé sur 4 jours, on ne pouvait pas prendre tout le monde. Mais c'est le lieu d'interpeller aussi, parce qu'immédiatement, dès qu'on a vu ce cas, moi j'ai appelé Madame la vice-présidente du Conseil national de transition pour lui dire, nous avons des pauvres, mais tellement pauvres, brûlés, abandonnés, on ne peut pas les prendre en charge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, docteur, il faut un projet de loi. Pour cela. Il faut une assistance universelle maladie. Il faut que l'État mette les moyens à la disposition de la population pour qu'on puisse prendre en charge les gens. Parce que c'est des interventions très coûteuses. Ça demande beaucoup de matériel, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de personnel. Donc il faut que l'État y mette du sien pour qu'on puisse prendre en charge cette frange de la population abandonnée et cachée. Ils sont cachés, ils sont nombreux, cachés, mais très cachés. Oui. Et les séquelles vont des séquelles mineures, c'est-à-dire les petites cicatrices kéloïdiennes qu'on voit sur la peau, jusqu'aux grosses déformations. Vous voyez des enfants ou des jeunes personnes dont le menton est collé sur la poitrine du fait de la brûlure. Vous trouvez le bras qui est collé sur le thorax. Vous trouvez des doigts qui ne peuvent plus bouger. Oui, qui sont collés les uns contre les autres. Collés les uns contre les autres. Donc tout ça, c'est des facteurs qu'on n'a pas ressortis pendant très longtemps, parce qu'on pense que ça n'existe pas. Alors qu'en fait, ça existe et ça pèse trop sur notre conscience. Alors, il faut docteur, qu'on fasse quelque chose. La formation était prévue pour 4 jours. Après la formation, le nombre était plus élevé que prévu. Alors, vous n'avez pas pu prendre tout le monde en charge. Alors, ceux qui sont restés, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose pour eux. C'est individuellement, ils vont venir, on va voir ce qu'on peut sélectionner parmi eux. Ils sont quand même répertoriés. Ils sont tous répertoriés. Individuellement, ils vont venir petit à petit, on va voir ce qu'on peut. Parce que à l'échelle universelle, il n'y a aucune ONG, à part Mercy Ship, le bateau américain qui venait ici, qui finance ce genre d'opération. Il n'y a personne. Donc il est du devoir de notre gouvernement, de nos autorités, de voir dans quelle mesure on peut soulager ces gens. Parce qu'ils le méritent, c'est des Guinéens, ils doivent être pris en charge. Mais ils sont très nombreux. Et avec des défauts vraiment qu'on ne peut pas décrire. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de l'insuffisance du personnel. Comment remédier à cela aussi? C'est ça l'objectif de la formation, c'est de voir comment augmenter le nombre de chirurgiens, y compris les chirurgiens généralistes qui peuvent aussi
à travers les relations interservices, venir chez nous pour voir comment il peut... Parce qu'il y a beaucoup de cas de ces pathologies qui sont vus à l'intérieur du pays. Il y a des chirurgiens à l'intérieur du pays, ils n'ont pas de notion de base. Mais ceux qui sont intéressés peuvent venir pour voir des notions de base, au moins pour des petites rétractions, comment les enlever, ou alors comment soigner le grand brûlé sans que ces complications n'apparaissent. Parce que c'est le grand défi de la chirurgie réparatrice. Nous-mêmes, on est dans des difficultés. Parce que quand nous recevons un brûlé frais, en principe, il faut enlever toute la peau brûlée et faire des greffes. Mais les conditions sanitaires actuelles ne nous le permettent pas. Et c'est pour cela que nous sommes très très contents de voir les nouvelles installations de Donka que nous allons rejoindre bientôt. Vous êtes ravis, hein? Qui nous permettront vraiment de réaliser ce que nous pouvons faire pour ces gens. Parce que s'ils sont bien pris en charge au début, ces complications n'apparaissent pas. Et c'est pour cela que je profite de l'occasion encore pour dire à nos chirurgiens dans les différentes structures hospitalières, dans les centres de santé, de ne pas négliger une brûlure si petite soit-elle, parce qu'elle est susceptible de conduire à des séquelles qu'on ne peut pas remédier. Il faut prendre en charge chaque brûlure comme un cas particulier, le soigner correctement et surtout rééduquer. Tout à fait. Et parce que du fait de la douleur, on bloque le membre. Est-ce qu'il y a un centre, docteur Karamba, il y a un centre spécialisé à côté du plateau technique de Donka pour permettre à la rééducation? Bon, je pense qu'il y a un service de kinésithérapie et réhabilitation qui est prévu, mais ça existe déjà à Ignace-Dine. Mais c'est difficile parce que là aussi, ils s'occupent des AVC et autres choses, et c'est difficile de tout combiner. Mais il faut que là aussi, on mette du sien pour qu'on puisse former des gens en matière de réhabilitation. En kiné, oui. En kinésithérapie. Oui, nos deux assistants. Après, les professeurs, est-ce que vos collègues, d'ailleurs, vous avez établi un plan de travail, soit via les réseaux sociaux, après les cours, et puis vous continuez à échanger en théorie et en pratique? Est-ce que vous avez envisagé ces genres d'échanges avec les amis qui étaient avec vous lors de la formation? Bon, on commence cette fois-ci par camarade, par sa famille. Il n'y a pas de problème. Oui, évidemment, on a établi cette connexion entre nous. Donc, le dernier jour de notre formation, on s'est dit de créer un groupe où on va se partager toutes les informations. Okay. Donc, on a créé un groupe à notre nom. Donc, si nos amis ont des cas, ils peuvent le mettre sur la plateforme et on en discute. Et si nous aussi, nous avons aussi des cas, on peut le mettre dans la plateforme et en discuter aussi. Donc, c'est ce qui a été dit. Pour ne pas qu'on se perde de vue. Ça a commencé déjà? Oui, déjà, oui. On est en contact avec tout le monde, d'ailleurs. Très bien. Docteur Émile, oui. Voilà, c'est ça. Comme elle vient de le dire, avant qu'on ne se sépare, donc, on a pris le contact les uns des autres. Et puis, il y a cette précieuse plateforme qui a déjà été établie, sur laquelle on peut converser à tout moment. S'il y a des cas, on échange, on les poste, et puis on discute de ces cas-là, en ce qui concerne la prise en charge. Donc je pense que c'est moins... les heures de communication, c'est après... les heures de communication, qu'est-ce que vous avez retenu? C'est les après-midi, la nuit, comment? Bon, en fait, ou à n'importe quel moment, à chaque fois qu'il y a un cas? Tout à fait. N'importe quel moment, il y a un cas intéressant, on le poste, on en parle, et puis chacun tire des leçons en ce qui concerne la prise en charge de ce cas-là. Donc continuellement, comme ça, il n'y a pas de temps fixe pour dire que c'est tellement. Non. Chaque fois qu'il y a un cas intéressant, on le poste, et puis voilà, de cette façon, on en discute. Qu'est-ce que vous appelez cas intéressant, docteur? Ce sont les malades, les cas de maladies, par exemple, des pathologies. Graves? Voilà, graves et autres. Voilà, qui sont intéressants, voilà, compliqués. Donc, chacun donne son point de vue. Voilà, c'est ça. Voilà. Chacun donne son point de vue et ça va aider à la prise en charge de ce cas-là. Est-ce que l'information retenue, vous référez à vos professeurs, par exemple? Voilà, c'est ça, tout à fait. Pour une conclusion définitive, quoi. Tout à fait. C'est cette place où il y a ces professeurs-là, ils donnent leurs avis, parce que 2 avis valent mieux qu'un seul avis. Donc ça aide encore plus dans la prise en charge de ces différents cas. Ok. Voilà. Docteur Karamba, c'est le 3e point, les chirurgies des séquelles des MGF. On sait jusqu'à aujourd'hui, il y a une lutte farouche qui est engagée pour éradiquer la pratique, mais
On le sait, vous le savez, nous savons tous que ça continue. Alors, vous êtes maintenant tenu de réparer ces dégâts. Est-ce que les cas sont réguliers pour la réparation ou les femmes, elles sont réticentes pour en parler parce que c'est un peu, il faut le dire, un peu gênant. Hein? Oui, il y a un problème de pudeur, mais le gros du travail d'abord, c'est de répertorier les conséquences négatives des mutilations génitales féminines. Il y a trop d'ONG sur le terrain pour la lutte contre les mutilations, mais il n'y a presque pas de résultats. Parce que ça continue de plus belle. Ouais. Chaque vacances, c'est les mêmes scènes auxquelles on enregistre. Ouais. C'est les mêmes choses. Et moi, je pense que le combat doit être inversé. Il faut montrer les conséquences de ces mutilations, les conséquences physiques. Parce que les conséquences psychiques, là, on ne peut pas les peser. Mais les conséquences physiques, on peut les montrer. Est-ce que vous êtes associé à ces luttes-là avec ces il y a des ONG qui nous invitent souvent dans des débats, on explique comment on peut corriger. Est-ce que c'est à vous de ressortir ces conséquences physiques? Oui, en tant que médecin. En tant que médecin. Où les malades viennent se confier à nous, nous avons l'obligation morale d'alerter la société. C'est comme dans les cas de violence. Le médecin, devant une violence, tu as l'obligation morale d'alerter l'autorité qu'il y a une violence. Okay. Donc, dans ces conditions-là, ces mutilations génitales féminines impactent beaucoup dans la vie de nos femmes, de nos sœurs, que ce soit lors des maternités, le post-maternité. Oui. Donc, tout ce qui est autour de la naissance, de la conception des enfants. Et je vous ai dit que les conséquences psychiques, là, on n'en parle pas. Il faut des psychologues bien attitrés pour nous dire... Docteur Karamba, n'oubliez pas que ces mutilations, même parfois, entraînent des divorces dans des couples. Justement, c'est la partie, c'est le mot que vous avez avancé là, qui est le terme correct. Même ces phénomènes sociaux de divorce, de rejet, nous le vivons. Mais personne n'en parle. Parce qu'on trouve toujours autre argument pour placer à place de ces incompatibilités sexuelles. Tout à fait. Donc, il faut qu'on ait le courage de le dire, de le montrer, et surtout maintenant de le dire que, attention, on peut corriger. On peut corriger. Nous avons commencé il y a quelques années, de bouche à oreille. On n'a pas osé aller très loin parce que, techniquement, nous serons limités par l'impact, parce que si vous voyez le nombre de brûlés que nous avons, faut-il s'occuper des brûlés ou des mutilés? Et jusqu'à l'arrivée... Vous êtes entre deux situations complexes. C'est ça. Mais il me semble que le moment est venu, vu le nombre de jeunes apprenants qui sont avec nous, de lancer ces campagnes. Et il y a beaucoup d'ONG internationales qui nous ont dit, allez-y, nous vous soutenons. Nous sommes en train de formaliser pour voir comment on peut prendre en charge ces jeunes dames, ces femmes qui veulent se faire réparer. Docteur Karamba, est-ce que vous pouvez réparer toutes ces femmes qui viennent vous voir? Ça dépend aussi de l'état dans lequel l'exciseuse a laissé la femme. Oui, en principe, il y a beaucoup de types d'opérations que nous réalisons, beaucoup de types d'interventions chirurgicales. À chaque type de mutilation, il y a une réponse chirurgicale. Très bien. Parce que la chance que nous avons, la chirurgie plastique a trop de capacités, trop de possibilités. Ça permet de modeler, de remodeler tout ce qu'il faut. Donc, en fonction de ce qui est enlevé, c'est là, si l'organe, le nerf, le système nerveux est maintenu intact, et par coup de chance, dans 90% des cas, chez nous ici, l'organe sensible est maintenu, c'est sa forme qui est dénaturée, on peut le reconstruire. Parce que les formes graves de mutilation, telles que ça se fait au Soudan ou en Somalie, heureusement pour nous que c'est très rare. Même en forêt. Hein. Oui, c'est très rare chez nous. Non, docteur Karamba. Parce que je n'ai pas vu de cas chez nous ici d'abord. Sinon, il y a beaucoup de cas qui viennent quand même. Anatomiquement, ils coupent tout. Mais nous pouvons reconstruire et
vraiment, je pense que nous avons de bons résultats chez des gens sur lesquels on a déjà travaillé. Très bien. Alors, si l'élément de notre consoeur Hadiatou est prêt, la régie, d'accord, on n'a pas pu retrouver l'élément. Oui. Nous sommes donc, désolés, c'était pour juste illustrer ce que nous sommes en train de dire par rapport au thème du jour. Le troisième point, c'est Dr Karamba. Et le dernier, les perspectives, la multiplication des campagnes en chirurgie, surtout les campagnes gratuites. Hein. C'est plus intéressant. Donc, dites-nous rapidement, avant de laisser l'antenne à nos téléspectateurs qui veulent apporter leur contribution en question ou en amendement. OK. Bon, en ce qui concerne les campagnes, là, pour les malformations orofaciales, que nous appelons bec de lièvre, nous avons déjà fait beaucoup d'émissions là-dessus. Tout à fait. Les campagnes continuent. Mais qu'est-ce que nous lançons ici comme appel? C'est les gros contributeurs, les entreprises guinéennes, de nous aider pour qu'on puisse aider. Parce qu'il n'y a pas d'ONG internationale pour la prise en charge des séquelles de brûlure. Et ces séquelles sont invalidantes. C'est le lieu donc de lancer un appel à ces entreprises de nous aider. Ce n'est pas beaucoup, nous allons mettre notre volonté, notre compétence pour voir comment on peut aider ces personnes handicapées. Surtout qu'on a un plateau déjà, un plateau technique, le plateau à la technique hauteur, ne fait pas de à la hauteur, mais c'est les intrants qu'il faut, disponibilité des intrants. Tout le matériel technique qu'il faut pour opérer existe. Ce qui n'existe pas, c'est les petites compresses, c'est les bétadines, c'est le suivi préopératoire, le bilan à faire, le suivi post-opératoire, ça demande des greffes par-ci, par-là, ça demande des antibiotiques de haute valeur, vraiment parce que ça ne tolère pas l'infection. Tout à fait. Ça ne tolère pas. Donc c'est toutes ces petites choses qu'on a, qu'on rassemble maintenant pour qu'on puisse assumer ces interventions chirurgicales. La gratuité totale, c'est comment on appelle ça? C'est une plaie. C'est difficile. Parce qu'on ne peut pas tout assumer. Est-ce que vous parviendrez à assurer tout cela là, gratuitement? C'est possible? C'est si nous avons un financement. Si nous avons un financement. Non, ça dépendra aussi des cas. Les brûlés, peut-être qu'il faut qu'il y ait une subvention. Et comme vous avez l'habitude de faire avec les becs de lièvre pour les enfants, c'est ça. Mais en ce qui concerne ces malformations congénitales, les subventions que nous avons sont étrangères. Oui, mais il faut maintenant voir au niveau local qu'est-ce qu'on peut faire. Donka est en train d'étudier les nouveaux tarifs. Okay. Quand nous rejoindrons Donka, aucun médecin ne va tendre la main à un malade. Mais la prise en charge étant lourde, les tarifs seront faits selon le niveau tertiaire, le niveau CHU. Quel tarif on va imposer à ces gens? Est-ce que leur niveau de vie permet de payer, mettre la main à la poche. De payer ces opérations? Nous verrons. Mais en tout cas, la tarification est en train d'être formalisée au niveau du ministère de la Santé pour voir combien ces gens pourront payer. Mais c'est des chirurgies très lourdes. Oui. C'est des chirurgies très très lourdes. Vous le répétez très souvent, ça veut dire que ça demande un gros investissement. Très bien. Oui. Est-ce que l'élément c'est bon? Ok, on va regarder ensemble et revenir en plateau. Ce matin, Plastique réparatrice qui focalise l'attention de ces spécialistes. Avec une équipe médicale suisse, 17 médecins locaux et étrangers se forment à l'exercice de la discipline médicale. Les techniques sont innovantes et nécessitent assez de concentration chez les apprenants. Ce matin, on a voulu vérifier leur niveau pour savoir comment ils font des sutures. On leur a fait faire un examen pour savoir quel est leur niveau de chirurgie plastique. Et puis à partir de là, on va voir les patients, leur apprendre certains trucs. Certains sont déjà bien formés, d'autres moins bien formés, et leur apprendre à se perfectionner. Pour les apprenants, d'être très assidus, d'écouter les professeurs, de poser les questions qu'il faut. Car l'hôpital de l'Amitié Sinogène de Kipé a mis tout à votre disposition pour que vraiment cette formation-là soit meilleure. Les apprenants viennent de 9 pays de l'Afrique.
Ce projet d'initiation à la chirurgie plastique réparatrice des jeunes praticiens africains est porté par le service de la chirurgie plastique de l'hôpital Donka et de l'ONG Seconde Chance. À l'échelle ouest-africaine aujourd'hui, nous ne sommes pas plus de 20 personnes qui pratiquons cette spécialité. Pour une population estimée à plus de 60 millions au niveau de la CEDEAO. Donc, il est de notre devoir de nous mettre au travail pour assurer la continuité du travail que nous avons entamé dans notre pays et dans les pays voisins. Après la théorie, place à la pratique qui commence par la consultation. Tour à tour, les tout premiers patients qui portent les séquelles de la brûlure et de malformations sont examinés par les apprenants. Abdoulaye, le petit garçon de 2 ans, est l'un d'entre eux. Je suis tellement ravie de leur arrivée en Guinée. Moi, je n'ai pas le moyen de faire l'opération là. Grâce aux gens là, mon enfant va sauver. Après cette étape, des séances d'intervention chirurgicale plastique vont être organisées gratuitement à partir de demain et vont durer 5 jours. Cette formation va permettre de combler un déficit réel en spécialiste de la chirurgie plastique dans les pays africains, notamment en Guinée. Retour en plateau, on a suivi l'élément de notre consoeur Adiatou sur la formation en théorie également. Il y avait un élément aussi portant sur la pratique. Docteur, rapidement, votre lecture par rapport à cet élément et votre point de vue également. Et le numéro, le 622 58 90 73. Peut-être qu'on n'aura même pas assez de temps pour les téléspectateurs, mais on va essayer. Bon, c'est le processus normal de formation. Il faut former une chirurgie plastique de base, qu'ils sachent en général ce que c'est que la chirurgie plastique, les moyens de la chirurgie plastique et l'objectif de la chirurgie plastique. Après, on passe à une seconde étape qui est la chirurgie plastique spécifique. Comment opérer une malformation congénitale, comment prendre en charge des séquelles de brûlure, comment aller sur les mutilations génitales. Et parce que la chirurgie plastique se trouve au carrefour de l'ensemble des spécialités chirurgicales, que ce soit l'ophtalmologie, l'ORL, et la gynéco-obstétrique, la traumato-orthopédie. Tous ces services-là ont besoin de la chirurgie plastique, tout comme la chirurgie pédiatrique d'ailleurs. Mais c'est une chirurgie spécifique à partir du moment où elle est fondée depuis la moitié du 19e siècle. Elle est sortie des affres de la guerre, parce qu'il y a eu trop de déformations pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est ce qui a fait que cette chirurgie a pris de l'ampleur. Sinon c'est de la chirurgie habituelle comme la chirurgie. Seulement nous, les instruments sont un peu plus spécifiques parce que nous travaillons dans la finesse. Il faut rendre beau. C'est l'objectif. Tout à fait. C'est ça. Docteur Émile, rapidement, le numéro, le 622 58 90 73, peut-être on va accorder quelques minutes à nos fidèles téléspectateurs qui nous appellent tout le temps. Alors, la théorie, on en a parlé tout à l'heure, un petit mot par rapport à cela avec des étrangers qui étaient avec vous. Ouais. Mais vous êtes habitué avec vos professeurs ou médecins locaux, mais les étrangers, c'était un plus par rapport à un plus pour vous. Hein? Oui, effectivement, c'était un plus pour moi parce que, comme je vous l'ai déjà dit, moi, en fait, ce qui m'a passionné en ce qui concerne la chirurgie plastique, c'est quand on m'a envoyé en stage dans le service de chirurgie plastique, en tant que chirurgien généraliste d'abord. Donc les différents cas que j'ai eu à observer, ainsi de suite, les différents handicaps, tout cela m'a en fait amené à réfléchir un tout petit peu pour voir est-ce que je ne pourrais pas en fait me spécialiser aussi dans ce domaine-là. Maintenant, la venue de cette ONG Seconde Chance a été vraiment quelque chose de très bien pour moi. Et grâce à l'aide de notre maître ici, il nous a inscrits. Et donc, ça nous a donné l'opportunité de pouvoir apprendre théoriquement et aussi pratiquement auprès de ces différentes personnes. Donc, ça a été vraiment un plus pour moi. Docteur Kabara. Oui, comme on le dit, personne n'est parfait. Nous avons tous besoin de formations et de conseils pour atteindre la perfection dans n'importe quelle tâche. Donc la formation ici aide à réussir dans n'importe quel domaine. Tout à fait. Donc l'arrivée de Second Chance nous a vraiment ouvert les yeux. Ça nous a permis en fait d'avoir
un aperçu général de la chirurgie plastique. On l'avait déjà, mais grâce à ce bref délai-là, on a en tout cas pu apprendre l'essentiel. Vous avez plus grand, quoi. Oui. C'est-à-dire les défis à relever coûte que coûte dans le pays. Oui, on a vraiment aimé l'ambiance entre les différents pays qui étaient venus un peu nous accompagner, on va dire, avec qui on a suivi les mêmes formations. Donc, on a vraiment aimé l'ambiance et la formation était vraiment très précieuse et nous remercions franchement notre chef et qui nous a inscrits, comme il l'a dit mon collègue. Dans ce programme. Oui, dans ce programme, oui. Voilà. Docteur, vous avez envie de rajouter, sur les numéros affichés, on a pris beaucoup plus de temps que prévu. Absolument. Mais c'est ça l'essentiel, c'est l'opportunité de sensibiliser, d'inviter, comme vous l'avez dit, les bailleurs, les grandes entreprises à venir en aide à la structure parce que ça demande des moyens. Ouais. Et l'État, c'est vrai que l'État peut, mais s'il est accompagné par des particuliers, c'est encore, ça donne beaucoup plus de poids à ce que vous faites. Le fait de ne plus manquer en intrants et puis tout ce que vous avez besoin. Vous avez dit un mot, la chirurgie plastique, c'est la finesse. C'est important. Absolument. Et je pense que nous allons soumettre au ministère de la Santé un mémorandum parce que déjà nous avons le support, le financement pour les fentes labiopalatines et nous allons y foncer. En principe, nous avons une campagne au mois de mars là, mais qu'on ne va pas faire en Guinée ici, c'est pour la Guinée-Bissau parce que là aussi il y a une très forte demande. D'ailleurs, lors de mon séjour en décembre, j'ai pu répertorier 2 jeunes Bissau-Guinéens aussi que j'ai inclus dans ce programme de formation. Je pense que ça va les aider eux aussi, parce que là-bas aussi c'est zéro plasticien. Wow. Maintenant, si le programme de Bissau ne réussit pas, nous voulons, parce qu'au mois de février de l'année passée, on avait fait ça à l'Abbé, nous allons voir entre Farana, Kankan ou Sigiri, où on pourra s'installer pour 2 semaines encore, parce qu'il y a une très forte demande. Nous sommes en train de préparer le terrain pour voir où on peut faire une campagne de chirurgie gratuite sur les malformations congénitales orofaciales. D'accord. Donc c'est un objectif et nous lançons un appel ici à tous qui peuvent nous aider de le faire aussi parce que c'est le moment. C'est une très bonne œuvre humanitaire. Très bien, c'est vrai, vous ne faites que ça d'ailleurs, aider, donner le sourire aux tout petits, c'est déjà pas mal. Nous vous remercions au passage. Docteur, un dernier mot avant de vous dire au revoir. Malheureusement, on n'a pas pu faire intervenir les téléspectateurs qui suivent cette émission, mais bon, ce n'est que partie remise, peut-être la prochaine fois pour parler un peu les conséquences, les séquelles de MGF, mutilation génitale féminine. On va y revenir, on va laisser les téléspectateurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui sont fâchées. Absolument. Donc tout juste, je voudrais vous remercier encore une fois de plus. Et le fait de nous donner le micro, c'est pas pour se vendre, mais c'est pour apporter le peu qu'on a vers les autres. Parce que on ne peut pas continuer à souffrir. Nous avons des moyens, nous pouvons faire les choses. Le capital humain, quand même. Le capital humain existe aujourd'hui en Guinée, dans différentes spécialités. On peut se donner la main pour que nous puissions aider nos compatriotes à sortir de cette léthargie, de ce qu'on appelle ces maladies incurables qui nous rendent fatalistes. Oui. On peut faire beaucoup de choses si on se donne la main. Merci beaucoup. C'est sur ces notes que nous vous disons au revoir. Il a dit, c'est l'opportunité pour tous ceux qui peuvent apporter quelque chose afin de redonner le sourire aux Guinéens tous en général. Je rappelle, nous étions avec Dr Karamba, chef service, chirurgien plasticien à l'hôpital national, donc qui est notre invité à chaque fois qu'on a besoin de lui. Il est à nos côtés, docteur Émile Camara, assistant, docteur Kassafan Camara également, assistante. Merci à vous, merci à toute l'équipe de docteur Karamba d'apporter leur contribution à la population guinéenne. On se dit au revoir et à la semaine prochaine pour d'autres problématiques. D'ici là, prenez soin de vous, votre santé est notre priorité. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches. Merci et au revoir.